Nous sommes le 13 janvier 2021. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette troisième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous. Sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Bienvenue à tous et à toutes. Commençons par vous partager cette pensée de l'écrivain Serge Zeller qui dit ceci. Qui se risque dans une gouvernance hétéroclite périclite sa cohérence dans le multirisque. Qui se risque dans une gouvernance hétéroclite périclite sa cohérence dans le multirisque. Bonne méditation en cette journée et bienvenue au tribunal de l'actualité. Mon nom est Loukman Sanfo et vous savez, toujours avec la complicité des juges au siège, Geoffroy Vaha et Ben Abougma. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous et merci également à l'équipe de réalisation de cette émission du jour, le tribunal de l'actualité. Ce matin, deux sujets retiennent notre attention. On va parler d'abord politique, notamment du passage officiel de l'Union pour le peuple et le progrès UPC à la majorité présidentielle. Eh bien, ceux qui se posaient encore des questions sur le positionnement politique de l'ex-chef de file de l'opposition politique burkinabé sur le nouvel échiquier politique sont désormais bien fixés. Le lion quitte donc sa tanière avec armes et bagages pour rejoindre donc la majorité présidentielle et désormais membre de cette majorité, l'UPC a annoncé qu'elle compte en tout cas définir pour bientôt les modalités d'un travail commun avec les autres partis qui soutiennent l'action du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. On va en parler dès la première partie de cette émission et puisque surtout on parle aussi ces deux temps de la question de la réconciliation nationale, eh bien qui semble être au cœur donc de ce second mandat de Roch Marc Christian Kaboré, il convient de se poser la question à savoir de quelle réconciliation il s'agit, puisque hier déjà on a vu le Premier ministre Christophe Dabiré donc qui a reçu en audience M. Léandre Bassolé qui est le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun et également M. Jean-Marc Palme, président du Haut Conseil du dialogue social. Donc, et la question de la réconciliation a été au centre donc des échanges et on va y porter un jugement donc sur cette question principale qu'est la réconciliation sur toutes les lèvres actuellement. Et pour en parler, nous avons aussi la participation de notre consultant des questions politiques, Lionel Bilgo. Bonjour. Bonjour. Directeur Afrique des Téménis Médias, bienvenue. Merci. Mesdames, Messieurs, voici la première partie de l'émission, les avant-propos. Messieurs les juges au siège, qu'avez-vous ce matin à nous partager? Commençons par Geoffroy Vaha. Oui, merci Président. Moi, je vais m'intéresser au Bénin. Depuis hier, au niveau de la Sénat, Commission électorale nationale autonome du Bénin, c'est le retrait des fiches pour les parrainages. Parce qu'il y a la présidentielle 2021 qui pointe à l'horizon et ce sont des grands électeurs donc qui doivent soutenir quelques candidatures. Je pense que chaque candidat doit pouvoir obtenir 16 parrainages. Donc le retrait des documents au niveau de la Sénat a donc commencé hier. Maintenant, il y a ce débat-là qui est fait depuis, parce que pour beaucoup, il ne sera pas inclusif, parlant du processus en lui-même, puisque vous regardez sur les 160 députés, il n'y en a seulement que 160 maires. Voilà. Il n'y a que 7 qui sont de l'opposition. Donc, il y a le danger que, c'est-à-dire que même les 7, s'ils parrainent quelqu'un, c'est même pas suffisant pour qu'ils puissent candidater. Donc, ça veut dire qu'il faut compter sur les maires du camp de la présidence pour pouvoir candidater. Ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que c'est si inclusif que ça? Mais il y a beaucoup de maires qui ont déjà commencé à dire qu'eux, ils ne sont pas dérangés de parrainer une candidature de l'opposition. Mais est-ce que ça devrait fonctionner comme ça? Est-ce que ça ne montre pas ses limites? Quand vous regardez déjà le champ des possibles que cela offre à l'opposition qui ne va pas très à l'aise dans ce processus-là. Quelquefois, parce que je pense que la question des parrainages, c'est une nouveauté introduite dans la constitution béninoise. Donc, c'est un choix qui a été fortement critiqué par beaucoup. Peut-être qu'à s'y frotter, ils commenceront à comprendre qu'on s'y pique et que ce n'est pas forcément la meilleure des formules. Mais en attendant, ça aura fait peut-être le bonheur de quelqu'un et on finira dans un processus où
on a des candidats par défaut, et puis peut-être que la plupart des Béninois ne se reconnaîtront pas à la fin dans le processus en lui-même et dans la désignation du président. C'est toujours bon d'avoir les élections les plus ouvertes, les plus inclusives, et que après, chacun n'ait pas d'argument pour dire on a trouvé cela pour m'écarter. Mais on est en train de regarder comment les choses vont se poursuivre. D'accord. Merci à vous pour ce regard partagé ce matin. Ben Abougma. Merci. Mon avant-propos va concerner un homme du nouveau gouvernement, en la personne de Maître Benewende Stanislas Sankara, président de l'UNIR-PS. Au début, c'était UNIR-MS, un parti qui a été créé, je crois, le 1er novembre 2000. Nous sommes en 2021. Ça fait pratiquement 21 ans de combat politique. Au départ, c'était une contribution pour la manifestation de la vérité dans le dossier Norbert Zongo, parce que c'est aussi un parti qui est né dans les tumultes de la lutte pour la vérité et la justice pour Norbert Zongo et l'ensemble de ses compagnons. Donc, l'histoire a fait son chemin. Il s'est opposé. En 2005, il a été présenté comme le challenger sérieux de Blaise Compaoré à l'issue du sondage qui avait été ourdi par le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique du professeur Augustin Loada. Et puis j'ai dit, l'histoire a fait son chemin. Et puis bon, c'est quelqu'un aussi qui a réussi à se faire élire député jusqu'à ce que l'insurrection arrive, qui a été aux premières loges des combats contre la modification de l'article 37 et qui déjà en avril 2011, à l'issue des mutineries, avait déjà lancé Blaise Dégage. En son temps, il avait été accompagné par deux jeunes que sont Sams Kalegia et Smoky, qui ne sont plus également à présenter avec d'autres partis politiques de l'opposition. Ça avait choqué les démocrates qui estiment que c'était une réclamation non républicaine par rapport au départ de Blaise Compaoré. Ça sonnait comme un putsch, surtout que si Blaise Compaoré, le bénéficiaire direct n'était pas forcément lui, parce que sur le plan constitutionnel, c'était pas lui. Donc, chef de file de l'opposition, en ce moment, au moment où Roch-Marc Christian Kabore était président de l'Assemblée nationale, et puis l'insurrection arrive, il passe à autre chose. Donc il vient à la majorité, mais en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bon, beaucoup ne pariaient pas gros par rapport à une réélection d'ailleurs de Benewende Sankara comme député à l'Assemblée nationale, parce que pour eux, il n'a plus la popularité, mais c'est aussi quelqu'un qui a encore réussi à se faire élire, mais qui estime qu'il n'a plus rien apporté à l'Assemblée nationale et qui prend également les charges du ministre, donc au niveau du Burkina Faso. Donc il y a aussi une opinion qui n'est pas du tout tolérante vis-à-vis de Maître Sankara, et puis il n'est d'ailleurs pas le seul. Donc parce qu'il y a une bonne partie qui aime quand vous êtes à l'opposition pour contribuer à votre façon, mais quand vous venez co-gérer, elle devient rétif. Donc il y a cette réalité aussi qui est là. Mais c'est aussi quelqu'un qui hérite d'une patate chaude. Le ministère de l'Habitat. Donc certains déjà ont commencé à le baptiser ministre des non-lotis. Il y a la promotion immobilière, il y a. Mais c'est aussi quelqu'un qui est aussi accessible. C'est l'une des forces également de Maître Benewende Sankara, et mes confrères ne diront pas le contraire. Accessible, vous manquez au téléphone, il rappelle, toujours disponible pour écouter. Ce qu'il peut donner comme interview, il donne. Ce qu'il ne peut pas donner, il passe à autre chose. Donc il y a aussi la personnalité de l'homme. Mais j'ai dit bien, c'est pour la première fois qu'il prend un poste ministériel. Ça ne va pas être simple, mais c'est aussi une carrière politique qui a des hauts et des bas. Et à un moment donné du combat, vous estimez que vous pouvez apporter autrement, et c'est ce choix qu'il a fait. Donc il rentre au gouvernement. J'ai dit ça ne va pas être évident, ça ne va pas être simple, parce que son ministère, c'est un ministère à problème, mais c'est ça aussi la réalité. Donc à un moment donné, vous dénoncez, mais à un moment donné, vous venez montrer également de quoi est-ce que vous êtes capable. Et donc c'est vrai qu'il est attendu au pied du mur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est courage, c'est tout simplement ce qu'on peut dire. On peut dire autre chose. D'accord. Voilà, donc je voulais quand même consacrer un avant-propos à Benewende Sankara, parce que c'est quand même un parcours de lutte et un parcours de contribution à la gouvernance. On verra ce que ça va donner. On retiendra donc que c'était un coup de cœur que vous partagez à cette tribune, le tribunal de l'actualité, donc en faveur donc de Maître Benewende Sankara. Alors, sans plus tarder, on va s'intéresser donc au jeu politique burkinabé en pleine recomposition, vous le savez.
Et hier, le parti de Zéphirin Diabré, l'UPC, était dans cette traditionnelle présentation de vœux du parti à ses militants. Et ça a été l'occasion donc pour le premier responsable du parti d'annoncer officiellement le passage de l'UPC à la majorité présidentielle. C'était en présence des journalistes burkinabés et internationaux. On va dire aussi que les équipes de OATFM et de TV y étaient. Nous vous proposons ce reportage et juste après, nous y reviendrons. Après avoir été un parti d'opposition pendant 10 ans et après avoir dirigé l'opposition politique pendant d'abord 2 ans, de 1992 ou 93 à 94, et ensuite pendant 5 ans, l'UPC ne siège plus au sein de l'opposition politique du Burkina Faso. En liaison avec les autres partis qui soutiennent l'action du président du Faso, nous définirons bientôt et nous vous présenterons les modalités de notre travail en commun. Frères et sœurs, au moment où notre parti change de positionnement politique et que de nouvelles étapes s'ouvrent pour nous, je voudrais une fois de plus féliciter l'ensemble des militants de base de notre parti, les responsables des structures et ses élus, et les exhorter à continuer leur travail inlassable afin que le label UPC soit toujours attrayant. Comme par le passé, je serai aux avant-postes pour le combat collectif que nous allons mener. Et comme par le passé, aujourd'hui, et sans doute mieux ce sera demain, je suis plus que jamais fier d'être votre président. C'est le lieu pour moi, et j'aurai l'occasion de le faire à nouveau, une autre fois, de remercier le président du Faso pour la considération qu'il a accordée à notre parti, en pensant que, vu son histoire, vu son expérience, vu son positionnement politique d'hier ou d'aujourd'hui, il est en capacité de conduire cette délicate mission. Sur un plan strictement personnel, je le remercie pour la grande confiance qu'il me témoigne ainsi. Je voudrais donc ici, de manière solennelle, le rassurer de mon entière loyauté et de mon engagement ferme pour traiter avec succès la question qu'il m'a confiée. Voilà. Merci à Sanata Séré pour ce reportage qui nous permet d'introduire ce sujet sur ce passage de l'UPC à la majorité présidentielle, parce que c'est un fait inédit, on va dire, en tout cas pour ce parti. Alors, commençons par parler, puisque dans le propos tout à l'heure, on a senti que M. Zéphirin Diabré a rappelé le parcours, sinon en tout cas l'histoire du parti de l'UPC dans l'opposition politique burkinabé. Quel est le regard, pour commencer, qu'on peut porter justement sur l'apport de Zéphirin Diabré et de l'UPC dans l'animation de la vie politique au Burkina Faso? D'abord, il faudrait dire que cette conférence de presse était nécessaire au vu du revirement politique que engage l'UPC. C'est une conférence de presse, de mon point de vue, bicéphale, parce que, premièrement, ça concerne d'abord à titre personnel, l'homme lui-même, Zéphirin Diabré. Vous voyez dans son discours, il parle de lui, il parle de son engagement et de son positionnement. Et puis, deuxièmement, cette conférence de presse concerne également l'ensemble du parti, mais aussi l'opinion publique burkinabé. Il faut dire que c'est un beau parcours pour Zéphirin Diabré lui-même. D'abord, c'est un homme qui a pu porter sur ses épaules pas mal de missions, qui a d'abord vogué dans l'opposition, ensuite qui a embrassé la majorité en travaillant avec le président Roch-Marc Christian Kaboré pour et à côté du président Blaise Compaoré, puis ensuite qui a embrassé une carrière internationale, qui revient dans le landerneau politique. Et attention, qui sonne, si on veut bien le comprendre et l'entendre ainsi, le glas du début d'une ébullition sociale qui va conduire justement à un changement. La naissance de l'UPC, au moment où la gouvernance du président Blaise Compaoré tanguait et montrait des points de faiblesse, a été la levure qui a permis à l'ensemble des reflux du CDP de se joindre à la masse et de renforcer la lutte que des acteurs du point de vue de la société civile avaient aussi également engagée. Donc il a été, si on veut, un général au commandement pour entraîner cette insurrection populaire, entraîner les changements. Sa voix comptait et portait à ce moment-là du fait de la position qu'il occupait. Donc quelque part, on a un homme qui comprend l'État, qui comprend l'international, qui comprend l'opposition et qui comprend ce que c'est que faire partie d'une mouvance présidentielle. Toute cette palette d'expériences-là lui donne une certaine assise.
la donne que l'on ne maîtrise pas, c'est la perception de l'opinion, puisqu'on fait la politique pour et par le peuple. Et bien, si cette perception n'est pas rigide, n'est pas conforme, et surtout, si dans l'opérationnalisation de son action, il y a des couacs ou des manquements, ça va être lourd comme tribut à payer pour l'UPC et pour Zéphirin lui-même. Bernard Bougma, pour revenir un peu à vos propos de M. Bilgo, un peu comme ceux qui définissent la naissance de Jésus-Christ comme le début de l'histoire, puisque justement certains historiens le considèrent ainsi. Beaucoup considèrent aussi le fait que l'arrivée de M. Diabré dans l'arène politique burkinabé, dans l'opposition, comme le début du dynamisme donc de cette opposition, alors qu'il y a un travail qui avait été fait en amont. Est-ce que là on ne se trompe pas dans l'approche et d'analyse des choses? Non, je ne pense pas qu'on se trompe. C'est-à-dire qu'il est venu trouver un terrain plus ou moins balisé, avec des forces en présence, mais qui n'avaient pas le même dynamisme, la même vigueur que quand il est arrivé. Parce qu'il y avait une opposition qui était là, il y avait un chef de file de l'opposition, Maître Benawende Sankara, et donc il y avait aussi des opposants, qu'on pourrait d'ailleurs prendre le risque de qualifier d'historique en son temps, qui étaient là et qui s'opposaient au régime de Blaise Compaoré, qui avait sa façon aussi de faire. Mais lui, il est venu apporter une énergie nouvelle, un dynamisme nouveau, avec des hommes, avec de l'argent, il ne faut pas se flatter, avec de l'argent. Des moyens financiers. Avec des moyens financiers et avec une autre façon de faire. Donc également avec intelligence. Il lance le parti et refuse de prendre part à la présidentielle qui suit immédiatement, la présidentielle de 2010. Il dit, nous ne sommes pas venus forcément pour cela. Donc c'était une autre façon également de faire. Nous allons prendre le temps de construire le parti, de déposer vraiment les bases du parti avant d'aller à toute autre chose. Donc il y a pour la première fois des jeunes qui ont accepté, sans aucune expérience politique en son temps, de s'enrôler dans un parti politique. Des intellectuels également ont eu le courage de s'affranchir de leur parti d'origine, qu'est le CDP en son temps, pour pouvoir effectivement aller à l'UPC, parce que ça sonnait en même temps comme un espoir d'un changement possible, d'une alternance possible. Et ces choses-là, il faut également reconnaître qu'il a apporté un sang nouveau à l'opposition. Et à l'issue des législatives municipales cumulées de 2012, je crois que l'UPC s'en est sorti avec 18 députés. C'était déjà un exploit. Pour sa première expérience. Pour sa première expérience. La mairie, une des mairies de Ouagadougou a échappé, d'arrondissement a échappé à l'UPC, compte tenu effectivement d'une trahison à l'interne. Et on a effectivement suivi la scène avec le dossier Asibo en son temps, au niveau du Haut Commissariat. Donc la réalité aussi, elle est là. Donc il y a que ce n'était pas qu'il est venu avec, comment on appelle ça, l'opposition réelle, mais il est venu renforcer, je dis bien, une lutte, parce qu'il faut également reconnaître la lutte et le mérite de ceux qui l'ont dévancé sur ce terrain-là, mais qui n'avaient pas suffisamment de moyens, suffisamment d'hommes, et aussi même de connexions à l'international. Parce que ce sont des éléments aussi qui comptent. Donc reconnaître qu'il est venu apporter un sang nouveau, mais il y avait un terrain également qui était balisé. Puis ça, en son temps aussi, l'opposition avait besoin de force et de bras. C'est ce qui fait que d'ailleurs, quand Roch-Marc Christian Kaboré et les 74 autres ont claqué la porte du CDP un 4 janvier 2014, l'opposition a réfléchi d'ailleurs par deux fois avant de les accepter et a dit, bon écoutez, il nous faut des énergies, il nous faut des bras pour lutter contre la modification de l'article 37. C'est vrai que leur arrivée, ce n'est pas évident. On n'est même pas sûr qu'ils ne sont pas envoyés en mission pour casser notre lutte de l'intérieur. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est bon à prendre. Et eux aussi sont venus contribuer à leur façon sur un terrain qui était déjà balisé. Donc, c'est une contribution de lutte qui ont été enclenchées depuis de longue date. Peut-être, je dirais même au soir du 15 octobre 87, l'aboutissement est en 2014, mais à chaque étape, il y a eu de nouveaux bras qui sont arrivés. Je pense que c'est ce que l'UPC a fait et c'est aussi un mérite qu'il faut reconnaître. D'accord. Geoffroy, vous avez écouté ce rappel donc de la stratégie mise en place par l'UPC et tous les avantages qu'il a égrenés, les atouts qu'il a justement énumérés pour asseoir, on va dire, la place du lion dans l'échiquier politique burkinabé. Mais pour certains, il n'y a aucun mérite dans l'action de M. Zéphirin Diabré parce que c'était l'aboutissement d'une dynamique qu'il en a bénéficié. Quel est votre regard? Non, mais Diabré a construit sa chose de toute pièce lui-même. Et quand moi j'entends un argumentaire comme ça, j'ai dit, mais dans ce cas, faites ce qu'il a fait.
on est au Faso, vous verrez. Ce n'était pas simple. Depuis le focal, quand on regarde, on se demandait, mais attends, qu'est-ce que ça va donner? Et vous voyez la matière grise qu'il y avait autour. Il a eu une façon de venir. Il y a mis la manière. On a vu plein de partis politiques qui se sont faits, mais le processus n'a pas été le même. Il est parti d'une réflexion. Il y avait des gens autour dont certains même disaient, nous confiaient après, qu'on ne savait pas qu'à la fin on aurait l'aboutissement de ce parti politique. Mais c'est parti de réflexion. Donc je veux dire qu'il a eu un processus quand même assez particulier. Maintenant, c'est vrai, il y a que la politique, en définitive, c'est une question de conviction à partager et à faire accepter. Donc, vous pouvez penser être le meilleur, celui qui a la meilleure des solutions, tant que le commun de vos concitoyens n'y va pas forcément, vous faites un autre choix, ça devient autre chose. Quand vous regardez le parcours Joseph, je pense que après l'insurrection, il a cru crânement ses chances à la présidentielle. Moi, je me rappelle encore des différents sondages qui se faisaient et qui étaient contredits parce qu'on voyait vraiment du 50-50. Et puis, ça s'est passé comme on le sait, et avec le nombre de députés qu'il a eu, et pour ce premier essai, on va dire qu'il s'en sortait avec quand même une bonne masse. Et puis, il y a le jeu qui s'est fait. Maintenant, il y a certains qui peut-être avaient vu la chose venir un peu trop assez tôt, qui avaient été peut-être éclairés, qui avaient dit à un moment donné, faisons le choix d'aller avec le pouvoir ROC, parce qu'on sera mal à l'aise avec ceux qui viennent aujourd'hui composer cette opposition. Ça n'a pas eu l'oreille favorable, mais ça a été le début de germe et de clivage en interne. Et puis il y a eu aussi, quoi qu'on dise, des fins limiers qui savent s'engouffrer dans les petites brèches et les petits murs qui se lézardent, et puis font des offres, et puis après on voit ce que ça donnait, et certains l'ont lâché en route. Et même quand il va à la présidentielle, la dernière, vous voyez le score, il est quatrième, quatrième, c'est bien ça, quatrième ou troisième, c'est troisième ou quatrième? C'est troisième place. Troisième, voilà, il est troisième. Et quand vous regardez, pour ce qui est des députés à l'Assemblée nationale, c'est quatrième, non, en termes de nombre. Donc, le lieu a perdu beaucoup sur le chemin. Même quand vous écoutez son point de presse là, où je pense que chaque mot est bien pesé, il dit les Burkinabés ont fait le choix des renouvellements au sein du CEFOP. C'est-à-dire qu'il constate par lui-même que tout ce qu'il a offert, tout ce qu'il a proposé, les Burkinabés ont choisi, ont fait un autre choix. Même au sein du CEFOP, ils ont choisi que ce ne sera plus lui. Il faut être réaliste. À un moment donné, il fait les choix qu'il faut. Quand il le dit, c'est ce qu'il faut comprendre aussi derrière. Il dit c'est les Burkinabés qui ont choisi. C'est même pas la présidence, il ne parle même pas de la présidence. Il parle du CEFOP. Ils ont choisi qu'il y ait une alternance. Vous voulez qu'il fasse quoi après? Il rabat ses cartes et puis il regarde. Et pour continuer, comme c'est moi qui ai la parole, je vais dire ce que je veux en même temps. Oui. Il y a beaucoup de choses intéressantes lorsqu'on écoute Zéphirin. Comme pour dire que peut-être les gens étaient pressés de le voir partir à un attelage, alors qu'il a cru crânement à ses chances. Et vous tentez une première fois, vous ne partez pas directement à une mouvance lorsque vous croyez fortement en vos chances. Il a tenté une deuxième fois, mais il s'est rendu compte que les choses sont en train de tourner autrement. Mais il rappelle que le choix d'aujourd'hui, ça tient lieu d'un ancien compagnonnage qui rappelle depuis les années 92 au sein d'un gouvernement. Il parle de Roch Kaboré. Et il dit que la confiance lui a été renouvelée lorsqu'il a été fait ministre de l'économie, je pense, parce que il y a aussi cette contribution de Roch Kaboré à convaincre Blaise comparé d'un certain nombre d'éléments. Donc, ça veut dire que pour lui, l'attelage ne devrait pas choquer outre mesure. Parce qu'il y a un vieux compagnonnage quand même. Donc, venir avant, ça aurait pu être logique. Venir maintenant, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Mais il y a la réalité que les Burkinabés ont fait des choix et lui, il ajuste la suite des choses en tant que chef de parti au regard des éléments qu'il a eus. Et c'est les Burkinabés qui ont choisi. Bilgo, j'ai l'impression que sur ce plateau, tout le monde essaie d'expliquer de façon
trouvé naturel ce passage donc de M. Diabré et de l'UPC de l'opposition à la majorité, alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était le challenger direct de Roch Marc Christian Kaboré, celui avec qui, en tout cas, il y a eu des pics même pendant cette campagne électorale. Est-ce qu'on comprend, est-ce qu'il y a véritablement, parce qu'il y a certains aussi qui estiment que c'est pas forcément la réalité des urnes qui a dicté donc ce passage, mais l'affaire était déjà dans les tuyaux bien avant même l'élection. Quel est le scénario qui vous... Non, moi je pense que la politique a une météo qui oblige les acteurs politiques parfois à porter des doudounes ou des écharpes parce qu'il fait froid, ou à se mettre en débardeur parce qu'il fait chaud. Donc les temps changeant, ces acteurs-là vont s'adapter. Mais je pense que dans nos sociétés, je peux comprendre ceux qui sont un peu déçus et qui ont posé leur espoir en un Zéphirin Diabré, membre de l'opposition, qui vient renforcer qui vient d'être renforcé par l'arrivée du CDP et de bien d'autres partis. Je peux comprendre leur désespoir et leurs inquiétudes. Mais il y a des gens dans notre pays qui aiment transposer leur désir de calvaire sur d'autres personnes sans pour autant s'engager pour subir toute ou partie de ce calvaire-là. Donc moi je crois que cette recomposition de l'écosystème politique burkinabé était prévisible après une insurrection pareille. On ne pouvait pas... D'ailleurs, l'insurrection a engendré des chamboulements dans le champ politique. L'ancien pouvoir, depuis 27 ans, plus de 30 ans, repasse à l'opposition, et donc ils doivent réapprendre à se comporter politiquement, puisqu'on ne se comporte pas de la même manière quand on est opposant que quand on est au pouvoir. Et puis, voilà. Et ce que les gens ne doivent pas oublier, c'est que Zéphirin et le président Roch Marc Christian Kaboré se connaissent depuis très longtemps. Il y a une amitié qui n'a jamais cessé, même quand ils ont été opposés idéologiquement, qui a continué, et il y a une confiance, les deux hommes se connaissent très bien, et donc travailler ensemble n'est pas pour moi contre nature. Maintenant, effectivement, cette conférence de presse permet à Zéphirin Diabré de dire officiellement les mots, de mettre les mots sur son action, de dire clairement son positionnement et le positionnement de son parti. Et je pense que c'est un débat qui a eu lieu à l'intérieur du parti, mais ça n'a pas surpris grand monde. Vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. Vous parlez de l'amitié entre les deux hommes. Est-ce que cette amitié-là doit transcender, doit primer sur les convictions politiques, sinon les considérations politiques, justement? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est parce que justement, il y a convergence de convictions politiques que ces deux hommes se retrouvent. Ils disent que le moment est choisi, le moment est arrivé de travailler ensemble, et c'est la réconciliation qui est l'avatar qui nous est présenté comme étant la symbolique de convergence d'idées pour ramener la paix au Burkina Faso. Je pense que effectivement, les amitiés en fait créent une confiance qui permettent un travail serein en commun. Mais chaque idéologie reste propre. Mais il faut remarquer qu'au Burkina aussi, on ne fait pas la politique avec les idéologies. Même l'insurrection populaire, ce n'est pas un combat idéologique qu'il a amené. C'est un combat humain et sociologique. On a lutté contre une modification de l'article 37, on a lutté contre la gabégie, etc. Ce n'est pas les fondements en fait, de l'idéologie politique. Ce n'est pas les libéraux qui ont voulu détrôner les sociaux-démocrates. Ce n'est pas ça du tout. C'est une lutte de masse. Et donc, ce que vous dites, je ne sais pas si Zéphirin lui-même le pense, parce que lors de la campagne, il a tellement insisté sur les valeurs idéologiques qui, en tout cas, sont le soubassement de sa politique et sa vision. Il a parlé de son Burkina. C'est quelque chose qui tranche avec la façon de voir du camp en face. C'est-à-dire que l'idéologie compte pour lui. Oui, mais si vous remarquez, dans son Burkina, vous allez retrouver aussi quelque part les ingrédients mis en opération par le pouvoir en place, le MPP, qui a passé à la gratuité des soins, etc., à rendre accessible le secteur éducationnel en construisant des classes en masse, etc. Donc tout ça, ça fait partie, et si on veut le dire, dans le panier, en tout cas, d'une idéologie qui porte quand même des passerelles l'une envers l'autre. Mais ce que je dis, on utilise les idéologies comme propos, mais dans le comportement et pratiquement, c'est pas les idéologies qui dictent en fait la conduite. Et ça, c'est pas propre au Burkina. Je me souviens encore lors d'une conférence à l'étranger, on parlait de la mort des idéologies.
Aujourd'hui, on assiste à une mort des idéologies. Pendant la guerre froide, effectivement, il y avait la démocratie qu'il fallait mettre sur scène, le communisme qui existait, etc. Mais là, aujourd'hui, on ne parle même plus de ça. Les revendications sont plus sociologiques, humaines, que sur des bases fondamentalement idéologiques. Donc, moi, je crois très sincèrement que il y a un pincement au cœur de voir que l'opposition se vide d'une force et qu'on va assister à un quinquennat qui a une opposition faible, mais à l'espoir de voir que cette opposition se renforce par des nouvelles têtes et qu'elle s'organise en tout cas pour ne pas laisser un Burkina gouverné par une seule tête pensante, c'est-à-dire un parti majoritaire. La pensée unique. La pensée unique, et ça c'est très dangereux. D'accord, je ferai une réaction rapide, allez. Oui, il y a un mot que Bilgo disait au début, la question des perceptions qu'on ne maîtrise pas. Mais à la vérité aussi, on est dans un domaine qui est celui de la politique, où le citoyen, lui, il est un peu dans la passion et il juge beaucoup aussi avec le cœur. Quand vous avez entendu, si je perds, je quitte la politique. Quand vous avez entendu que le camp d'en face, ils ont une façon de gérer les choses qui, à tout point, lorsque vous regardez, vous rappelle quelqu'un qu'on a chassé. Quand vous dites beaucoup de choses comme ça, et puis juste après des élections, vous venez remercier pour le choix porté sur ma personne et qu'on va travailler ensemble, vous comprenez? Déboussoler tant de personnes. Mais c'est que il y a le jeu politique et puis il y a les calculs qui viennent après. Mais ça, quelquefois aussi, il faut accepter que le citoyen qui vous regarde et qui vous a entendu, qui vous a écouté, qui vous a cru, ou bien qui quand même aussi n'est pas... Il y a des capacités mémoniques, quoi. On entend des choses qu'on garde. D'il n'y a pas, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on se dit, bon, on dirait que ce monsieur-là, à la fin, c'est nous on tourne, on bourrique et tout. Donc ça, il y a ce sentiment, il y a ce type de sentiment-là. Mais après, il faut prendre quelquefois du recul pour se dire, derrière, il y a des choix. Et puis il y a des calculs. Je dis encore, il faut revenir au propos même des écrivains pour comprendre que à la fin c'est quelqu'un qui tire les leçons d'une situation et d'un choix qui est d'abord celui des Burkinabés. Il ne parle même pas de l'échec à la présidentielle, il dit du choix même fait de les dégager d'ICFOP. Non, il dit, je cite le propos que vous énumérez tout à l'heure, par leur vote à l'occasion des élections législatives, les Burkinabés ont clairement exprimé leur volonté de ne plus voir notre parti, l'UPC, diriger le chef de file de l'opposition politique. Mais on ne dit pas de quitter l'opposition, on dit le chef de file de diriger le chef de file de l'opposition. Oui, mais je veux dire que, attendez, quand on va à ces consultations-là, qu'est-ce qu'on veut d'abord? C'est la majorité à l'Assemblée nationale. On ne l'a même pas eu. Être la seconde force, on n'a même pas pu. C'est le choix des Burkinabés. Donc, il doit se mettre dans les rangs de l'opposition. Non, à la fin, lui, il fait un choix. Parce qu'il y a un parti qui doit survivre. Il y a un parti qui doit survivre à cela. Et ça, c'est des calculs politiques. Maintenant, c'est ce que je disais, là où il faut faire quand même attention, c'est que même ces calculs-là et ces choix qui sont faits, au départ, il y a le regard de ceux-là qui vous ont écouté il n'y a pas si longtemps, dont le propos tranchait avec l'action, avec l'acte, avec la position d'aujourd'hui. Mais ça, c'est normal. C'est ce que je veux dire. Maintenant, la suite donnera peut-être tort, vous donnera tort ou leur donnera raison. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent « Ah, il est allé dans un piège ». Il y a beaucoup qui disent « Ah, mais il n'a pas de parole ». Parce que si vous voulez prendre au premier degré, le mot pour mot, et oublier qu'on est dans la sphère politique et que les antagonismes d'aujourd'hui peuvent même être oubliés au regard des intérêts de demain, vous allez vous dire que non, il n'y a pas de parole, non, il n'y a pas une direction claire, non, il y a un flou. Mais ça, c'est si lorsqu'on est au premier degré des choses et qu'on ne prend pas beaucoup de recul pour se dire qu'on est dans une sphère où il y a un objectif à la fin, c'est une question de pouvoir et à un moment donné, il y a des réductions de cartes et on regarde comment est-ce qu'on essaie d'aligner les choses pour pouvoir poursuivre. Pour terminer, et pour moi c'est très important, on dit oui, bon, l'UPC qui vient à la majorité, mais regardez Zéphirin. À la fin, au regard de ce que nous avions vu circuler sur les réseaux sociaux, qui étaient déjà la posture de ces députés ou de ceux qui étaient avec lui, est-ce qu'il avait le choix de continuer de rester comme en 2015 et de dire je n'y vais pas. Lorsque les uns et les autres disent apprêtez-vous, on va y aller. Maintenant on se pose la question de savoir, Zéphirin a-t-il suivi les autres
ou c'était organisé? Et puis moi je veux juste dire la déception que décrit Geoffroy Avara de certains qui attendaient gros ou grand, en tout cas des Zéphirin, par rapport à ses propos qui ne sont pas conformes à sa décision d'aujourd'hui. Il y a un avantage, c'est que si ça vous fait aussi autant mal ou ça crée une douleur quelconque, ça veut dire qu'il faut s'engager. Voilà. Celui qui veut vraiment transformer ou changer le pays, il n'y a pas des outsiders ou des béliers en fait qu'il faut mettre devant et vous restez derrière pour être déçu du comportement des uns et des autres. Engagez-vous. Non, la déception n'est pas des observateurs externes, mais plutôt de ceux qui croyaient en lui et qui se sont engagés avec lui, c'est ça? Oui, mais voilà, mais dans tous les cas, notre engagement continue. C'est-à-dire, on se départit de lui en ce moment et on crée notre mouvement où on s'engage autrement ou différemment pour porter la chose. Cette déception doit entraîner, en tout cas pour moi, si j'étais totalement déçu, si j'étais engagé derrière lui et que je suis déçu aujourd'hui, je poursuis le combat qu'il a commencé et je m'engage davantage en fait, en tout cas à maintenir la barque. Et ensuite, deuxième point, et je termine par là très rapidement, c'est que aujourd'hui on a l'UPC qui vient au sein de la majorité. Mais c'est pas fini en fait cette recomposition. Moi j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose d'ici la fin de ce quinquennat. Même la transformation ou des fusions à l'intérieur de la mouvance pour créer une autre formation politique n'est pas exclue. Donc il y a comme un début de cheminement vers une transformation, vers quelque chose d'autre dont on n'a pas encore la cartographie, mais j'ai bien l'impression que les cartes sont jetées pour que cette conversation ou cette discussion ait lieu pour rassembler les forces pour 2025 peut-être. Donc vous n'y voyez pas une simple arrivée dans un grand ensemble, c'est quelque chose le début d'une nouvelle histoire, vous voulez dire? De peut-être le commencement du 2 en 1, on ne sait jamais. Mais il y a quelque chose qu'on oublie. Peut-être que c'est l'UPC entier qui vient d'arriver dans la mouvance présidentielle. Sinon l'UPC est parti par segment. C'est-à-dire c'est par vague. Non. Oui. L'UPC est parti par vague jusqu'à avant même les dernières élections. Là, c'est la troisième vague. C'est la troisième et dernière vague avec Zéphirin. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'à la fin, depuis 2015, le refus là, je me pose la question de savoir, est-ce qu'à la fin, c'est pas Zéphirin qui regarde et la réelle politique l'oblige à suivre, sinon que de rester seul avec une coquille toute vide. D'accord. Bien, vous m'allez dire. Oui, en réalité, le choix de M. Diabré de rentrer en politique a d'abord été un choix libre. De faire un choix, je rentre en politique et je vais à l'opposition. C'est un choix libre. Ceux qui se sont engagés avec lui également ont fait ce choix libre-là. Mais en même temps, vous vendez une offre à des gens qui achètent ou n'achètent pas. Mais comme c'est vous qui faites le choix de savoir où vous voulez aller, c'est après, à un moment donné également, c'est vous également qui faites le choix de la nouvelle direction. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Les premiers moments de la création de l'UPC, il y en a qui ont dit qui soupçonnaient que c'était un autre jeu de Blaise Compaoré. Et là, je lis l'extrait d'un article qui avait été écrit en son temps par Yassine Sanou, l'actuel directeur de rédaction de Omega, qui officiait à l'Observateur par là. Il dit, quand une personne de son acabit se décide à se lancer dans l'arène politique et surtout par la porte de l'opposition, d'aucuns font vite de se demander s'il n'est pas un jouet, une marionnette dont le locataire de Kossiam tire les ficelles. Les Burkinabés avaient, s'en était fait le coup. Ils doutaient que pour eux, M. Diabré ne pouvait pas s'opposer à Roch, que c'est pas possible, non, surtout que, à Blaise Compaoré, surtout que Roch qui est là, qui sont tous que c'est pas vrai, c'est un autre jeu, Blaise pense à une autre carte, et puis bon voilà. Et ensuite, il dit, quoi qu'il en soit, c'est là un pas supplémentaire de franchi pour Zef qui se jette dans la bataille à ses risques et périls. Fini donc les salons et les beaux discours, enfin presque. Place à la politique sur le terrain, mais entre avoir la gueule du métier, comme c'est le cas pour lui, et le sens de la pratique, il y a un fossé à franchir. Encore faut-il pour cela avoir du répondant dans son équipe afin de construire un édifice fiable qui soit à même de vous sauver de la noyade. Donc entre crainte, doute et espoir, c'est dans ces conditions que l'UPC est né. 2012, les Burkinabés font confiance aux législatives et aux municipales. L'UPC a des mairies. 2015, l'UPC améliore son score. Et puis les vagues commencent de l'intérieur. UPC-RD, Modem, et l'URD
ou bien l'UDR du député Élisée Kiamdé. Nous oublions cela. La vague de Wali. Tout ça, c'est à l'UPC. Et arrivé aux élections encore, les Burkinabés, ils ont fait le choix de ne pas lui confier, à défaut de lui confier la présidence de la République, même le chef de file de l'opposition, les Burkinabés ne lui ont pas confié. Mais on vient également en politique pourquoi? Contribuer à un développement, contribuer à un mieux-être des populations. Est-ce que si on part à la majorité, on ne peut pas contribuer autrement? Oui, mais la question, c'est est-ce que l'UPC n'a pas fait le choix de la facilité? Parce qu'on peut citer dans l'histoire des gens qui ont fait carrière dans l'opposition, qui ont fini par avoir le pouvoir. On peut citer Alpha Condé, qui a fait plus d'une trentaine d'années dans l'opposition guinéenne. On peut citer entre autres. Voilà. Mais président, c'est parce qu'on a fait une dizaine d'années dans l'opposition qu'on estime qu'on a déjà fait tout le combat. Alpha Condé, Laurent Gbagbo, Abdoulaye Wade, ils ont fait combien de temps en exil? Et ils vivaient sous le dos de qui? Ils ont eu des propositions d'entrer dans le gouvernement. Président, ils vivaient sous le dos de qui? C'est important de savoir. Vous avez une base arrière. Vous vous opposez, ça ne va pas, vous quittez votre pays, mais vous continuez à vivre dignement parce que des gens vous apportent de l'argent. Gîte couvert. Tout ce dont je cite là, Gbagbo a été à Ouagadougou, Alpha Condé a été à Ouagadougou, Abdoulaye Wade a été ailleurs. Certains ont fait l'opposition jusqu'à quitter le pays et être rejoints là-bas pour être exécutés. L'affaire Ben Barka en France, Maroc. Attendez là. Donc aujourd'hui, j'ai dit aussi, le printemps aussi des opposants historiques est fini. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'éternise au pouvoir avec qui vous vous opposez éternellement. Il a en grande majorité 10 ans à faire. Sauf ceux qui tripatouillent leur constitution ou les pays où il n'y a pas de limitation de mandat. Il a en gros 10 ans à faire. Et le peuple peut changer, donner sa confiance à une autre personne. Et vous risquez de ne même pas venir. Il y a raison de plus pour dire que l'espoir n'est pas, perdu. Si vous rentrez en politique, avec le choix aussi d'être éternel opposant, c'est un choix. Si vous entrez en politique avec le choix également de regarder, à un moment donné je deviens opposant, à un moment donné je co-gère, c'est un choix. Gilles Christ Olympio a fini où? C'est l'opposant historique du Togo. Il a fini où? Il s'est opposé au père, au fils, appelé la région le fils, et puis bon, on n'en parle plus. Donc, l'histoire des Fabre, les opposants togolais, qui ont été subtilement cassés politiquement, qui ne représentent plus aujourd'hui grand-chose, sauf si il y a un rebondissement, ce n'est pas évident même pour certains, parce que même si Fort Bouche, ce n'est pas évident que pour ces mêmes opposants-là. Donc, ceux qui sont dans cette nouvelle façon de faire la politique, il n'y a plus de carcan idéologique comme il le dit, où on se soutenait au nom de l'international socialisme, au nom de l'international libéral, au nom du communisme. Chacun se débrouille avec les moyens des bords. À un moment donné, vous regardez j'impulse quoi à ma carrière. Je pense que nous sommes. Donc ce que vous essayez de dire, c'est qu'il n'y a, ça n'a aucun intérêt. Je crois que ça va être vous qui allez prendre la parole. Aucun intérêt donc de s'opposer éternellement à. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'intérêt à s'opposer éternellement. On rentre en politique pourquoi d'abord? Et en fonction des réalités du moment, je fais quel choix pour m'assumer politiquement? D'accord, je vais faire, allez-y. Oui, ben, les exemples que vous avez cités, c'est souvent des gens qui se sont opposés d'abord au père de la nation. Et ou à ceux qui après ont pris l'héritage, parce que c'était un genre d'héritage qu'ils ont obtenu. Donc ça c'est une autre époque, c'est une autre ère. Mais quand vous prenez le cas de l'UPC, ses créations pas si loin, avec une vie que nous connaissons, avec une offre qui a été faite au Burkinabé dans un contexte, et puis avec un combat qui a été mené, et puis à un moment donné, l'espoir nourrit que à la façon de mener le combat, il serait celui pour qui le choix des Burkinabés ira, ce qui n'a pas été. Et ça a été à Roc, et il a cru crânement à ses chances, et il a même tenu tête. J'ai dit qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'UPC, c'est l'UPC complet qui vient d'allier à la majorité. Sinon, ils sont passés par vagues. Il y a une première vague qui est partie, ça a fâché ceux qui sont restés. Il y a une deuxième vague qui est partie, qui a été vue comme des traites. Et puis il y a la dernière vague qui s'en va. Maintenant, c'est l'UPC complet qui se retrouve là-bas, mais émietté. Ça encore, c'est un autre défi de l'UPC. Ils iront trouver leurs frères d'hier, IRD ou tout ce que vous voulez, dans un même type de conglomérat, mais avec un passé commun, un présent hétéroclite, et puis un mal-être pour les uns et les autres au regard d'un certain nombre d'éléments. C'est la réalité nouvelle aussi de ce parti qui est en train d'y aller. Comment on discute dans un espace commun où on a un dénominateur minimum qui est celui de gérer les choses ensemble et d'appliquer la volonté de quelqu'un qui a été élu et tout,
alors que chacun par vague, on s'est trahi et puis on y est allé. Et je termine sur ce que je disais à un moment donné, parce que la question principale que vous posiez, est-ce que Zéphirin pourrait continuer de rester dans cette opposition-là et dans sa posture? Les exemples que vous avez cités, c'est des personnes qui ont tourné, qui étaient à l'extérieur, mais qui avaient une forte base, qui croyaient en eux, qui continuaient de rester, qui étaient prêts à faire tous les sacrifices pour la cause. Le contraire à l'UPC, ça a été que, j'ai dit, les gens sont partis par vague. Le refus d'aller à ce que c'était appelé la soupe ou quoi que ce soit, le refus d'y aller, ça crée des frustrations. Et il y en a qui ont coupé le cordon, qui ont dit, nous on va partir, parce que là on peut plus résister. Ceux qui sont restés, il y en a qui ont résisté, mais jusqu'à quand? Il y en a encore qui sont partis. Maintenant, il fallait que Zéphirin reste seul jusqu'à perdre maintenant peut-être les quelques députés qui lui restent là. Lorsque on a vu, je dis encore, les papiers du genre, on est prêt à partir, vous voulez qu'il reste avec qui? Donc, à la fin, moi, ce que je repose comme question, je l'avais déjà dit ici, est-ce que Zéphirin n'a pas eu le réalisme de suivre en définitive ce qu'il a tenté de maintenir depuis, parce qu'il n'y a pas, la politique c'est aussi ça sous nos cieux. À la fin, faut pouvoir leur proposer, faut savoir leur proposer autre chose. Caser, opportunité, vous n'êtes pas au pouvoir, vous ne l'avez pas. Non, en réalité, ce que Bilou a dit est intéressant. Au lieu de s'attabler pourquoi il est parti, pensons projection. Qui sait? Parce qu'il y a des négociations qui vont s'ouvrir. Il y a un dialogue qui va être là, qui peut aboutir également à une recomposition de la classe politique, à ce que d'autres personnes dont on ne soupçonnait pas accepter d'aller à la majorité viennent se joindre au nom de la réconciliation ou je ne sais pas moi, mais en même temps posera la question de l'opposition burkinabé. C'est aujourd'hui une question importante qu'il faut se poser par rapport à l'avenir. Est-ce que la façon de s'opposer ici, est-ce qu'on après autant d'années et avec de nouveaux défis, de nouveaux challenges, est-ce qu'on en a besoin pour construire l'État-nation? Est-ce qu'on a véritablement besoin aujourd'hui, au moment où les murs des idéologies sont en train de tomber? On est en démocratie, il faut forcément une pluralité d'opinion. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de pluralité d'opinion. Je parle d'opposition comme on l'a traditionnellement vu. Regardez déjà ici, à l'Assemblée nationale, on est en démocratie, l'opposition y siège. Est-ce que l'opposition a présenté un candidat à l'élection de Alassane Bala Kandé? Pas du tout. Mais du temps de Blaise Compaoré, l'opposition n'avait même pas ce nombre. Aujourd'hui, ils sont comme 25 députés. L'opposition n'avait même pas ce nombre-là, du temps de Blaise, mais il y a toujours un candidat de l'opposition contre la candidature de celui qui va venir au CDP comme président de l'Assemblée nationale. Ils connaissent les résultats, ils vont perdre, mais ils présentent un candidat. Cette année, on ne l'a même pas vu. Mais ce n'est pas la démocratie, non. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Qu'est-ce qu'ils se sont dit dans le couloir avant de venir pour qu'il y ait une candidature unique plébiscitée? 4 seulement ne l'ont pas voté. Donc, ces 2 se sont abstenus, 2 ont fait bulletin nul. Tout le reste là, allons seulement à Tchengé. Et le même Alassane Bala Kandé avait réussi avec l'opposition à l'Assemblée nationale à valider le rapport par rapport à la déconnexion de la présidentielle et législative. C'était déjà un acte que les Burkinabés n'ont pas bien regardé. Pourquoi les députés de l'opposition si durs, en dehors de Moussa Zerbo et de Benewende qui avaient dit ouvertement, pourquoi les autres ont accepté? Alors que c'était des vice-présidents même dans leur parti d'origine, ont accepté, validé qu'il faut déconnecter à quelques mois de la présidentielle et des législatives. Les Burkinabés ne s'étaient pas posé la question. Aujourd'hui, ils sont étonnés que Bala soit plébiscité. Zéphirin vient à la majorité pour la réconciliation nationale. Posons-nous en même temps la question de la future opposition burkinabé par rapport aux nouveaux défis qui sont... Avant de parler de la future opposition, on parle toujours de la majorité, puisque c'est de la majorité dont on parle aujourd'hui. Vous décrivez l'UPC comme une force qui arrive donc à cette majorité, qui pourrait avoir des conséquences, alors que d'autres la voient comme un parti affaibli, un lion définitivement édenté qui cherche justement à tanière abandonnée. Est-ce que véritablement le scénario que vous décrivez peut prospérer, peut en tout cas avoir vie à travers cette majorité-là? Non, c'est une force. Hein. Le départ de l'UPC, je disais que c'est une force qui part de l'opposition et donc qui va créer un trou au sein de l'opposition. On a une opposition en état de choc aujourd'hui qui doit se réorganiser. Moi, je souhaite vraiment que l'opposition burkinabé se réorganise et que cette opposition-là siège pleinement durant ce quinquennat. Je rêve d'une démocratie avec une mouvance présidentielle et une véritable opposition. Ça va nous permettre justement d'éviter certains pièges et de vivre une vie démocratique
démocratique, une vie politique très mouvementée. Par contre, l'arrivée de l'UPC, donc de Zéphirin, à l'intérieur de la majorité, d'abord, ça amène une ressource humaine de qualité, c'est certain. Ensuite, ça amène aussi des trophées de guerre géolocalisés, parce qu'ils ont quand même des députés par endroit dans certaines localités. Et pour qui veut parler de la réconciliation, effectivement, c'est un ensemble beaucoup plus large qui est capable d'aller communiquer en termes de pédagogie, d'expliquer la démarche de réconciliation, y compris dans leur fief individuellement pris. On avait besoin en fait d'une grande majorité comme ça et d'une qualité de ressources humaines pour conduire cette question de la réconciliation. Une question d'ailleurs qui porte cher au cœur de l'opposition également. Et ce qu'il faut se demander, moi la grande question que je me pose, c'est que sera véritablement le paysage politique burkinabé en termes de reconfiguration, de fusion ou encore d'éclatement dans les 3-4 ans à venir. Je pense que l'arrivée de l'UPC au sein de la grande mouvance présidentielle n'est que le premier kilomètre de la première migration en réalité vers une reconfiguration politique au Burkina. Je peux me tromper, mais je me dis que ce n'est pas encore fini. Il y a encore des choses à venir. Vous pensez comme Bernard qu'on n'a pas besoin de clivage politique? Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin. Je vous posez la question, est-ce nécessaire justement? Non, moi je pense que l'opposition est nécessaire. Je souhaite que cette opposition existe. Et cette opposition d'ailleurs peut aussi exister au sein de la mouvance. Parce qu'il peut y avoir vous connaissez le système de greffe, il peut y avoir un rejet de l'organe à l'intérieur. Donc il peut avoir au début en tout cas de ce quinquennat des questions de positionnement et de fonctionnement. On l'a vu aujourd'hui avec la question hier ou avant-hier, le Ashkroun qui va rencontrer le Premier ministre alors qu'il y a un ministre d'État. Donc il y a quand même quelque chose à... Malheureusement, on ne pourra même pas aborder ce sujet-là. Mais ça va être sûrement un sujet que nous allons aborder demain si vous souhaitez, parce qu'il nous reste 2 minutes. Geoffroy, une réaction peut-être pour terminer? Non, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas facile d'être dans l'opposition. Et à ce qu'on a remarqué au Burkina, on s'essouffle vite. L'essoufflement, vous allez le comprendre. Parce que chacun s'en va chercher un bol d'air. C'est lequel des bols d'air? Parce que pour la survie même de son parti et pour pouvoir garder ses membres, il faut aller respirer un peu. Comme si quand vous êtes à l'opposition, vous n'arrivez plus à respirer. Mais c'est quel air vous allez chercher? C'est parce que tout dépend aussi de quelque chose qui est essentiel, c'est l'argent. D'accord. Merci donc à tous les trois pour cette lecture sur ce passage officiel de l'UPC à la majorité présidentielle. Lionel Bilgo, merci. Directeur Afrique de Téminis Média, chroniqueur politique donc à cette émission du Tribunal de l'actualité. Merci au juge au siège, merci à l'équipe de réalisation. On vous retrouve demain pour d'autres sujets d'actualité. On reviendra sûrement sur la question de la réconciliation nationale et souhaitons que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.